écoutez L'entrée des coulisses, le podcast produit par la compagnie La Danse des mots. Si vous aimez les spectacles, la vie culturelle et les artistes, vous êtes au bon endroit. Ensemble, nous allons pousser 3 portes de coulisses pour découvrir tout ce qui ne se voit pas sur scène et entendre des artistes de tout horizon nous apprendre leur univers et leur passion. Médiatrice culturelle, à la tête d'une petite troupe de théâtre, je pose mon regard sur le monde artistique et sur ceux et celles qui le font vivre. Je suis Isabelle S et je serai votre guide dans les coulisses. Bonjour, bienvenue dans l'épisode 6, saison 3 du podcast L'entrée des coulisses. Je vais débuter en vous racontant une petite anecdote qui m'est arrivée la dernière fois. J'ai eu l'agréable surprise de constater qu'une personne écoutait les épisodes dans sa voiture. Il se trouve que cette personne devait me covoiturer pour qu'on aille ensemble à une réunion et sur un modèle un peu vintage d'iPod branché sur les enceintes de la voiture, elle écoutait un de nos épisodes. Et là, elle me précise qu'elle écoute le podcast pendant ses trajets en voiture, qu'elle utilise très fréquemment pour ses trajets professionnels et que ça lui fait passer agréablement le temps dans les embouteillages et sur la route et sans pub. Alors, je ne sais pas vous, comment et où vous écoutez l'entrée des coulisses, mais dans la voiture, c'est possible. Allez, sans transition, voici le programme pour aujourd'hui. Sur la première porte des coulisses est noté un nom, Dryad-Alice. C'est le nom de la compagnie d'Étienne Fradet. Et vous saurez tout à l'heure ce que Dryad-Alice signifie, c'est assez amusant. Étienne a répondu à notre appel à artistes pour venir parler d'un projet en 2023 et il parlera donc de la pièce de sa compagnie, une pièce actuellement à l'affiche, Le Facteur. Une pièce qui a nécessité pas mal de travail d'écriture, notamment de recherche historique et aussi d'adaptation du vocabulaire d'antan, qui reste malgré tout très actuel encore. Vous allez entendre tout ça. Derrière la deuxième porte des coulisses, je suis super heureuse de recevoir Magali Godin, mon amie que j'aime et cofondatrice de la compagnie La Danse des mots. Elle sera au micro pour évoquer une de ses compétences très importantes au théâtre et dans le monde du spectacle vivant en général, costumière. De fil en aiguille, oui je sais, il fallait la faire, je l'ai faite. De fil en aiguille, nous avons évoqué son intérêt pour les costumes, ses expériences et ses savoir-faire, notamment en corsetterie et en robe de mariée, mais pas que. On va discuter de tout ça tout à l'heure avec elle. Derrière la troisième et dernière porte des coulisses, on va continuer de parler de costumes, de théâtre, de costumiers célèbres avec Marion Laurier, fondatrice de Théâtre en Mille et un lieux, avec sa rubrique Tout ou presque sur les costumes au théâtre. Allez-y, en coulisses. Dryad-Alice est une toute jeune compagnie qui réunit 5 élèves issus du cours Florent. Aujourd'hui, à l'affiche avec la comédie Le Facteur, la petite troupe débute avec grand succès et déjà d'autres projets s'annoncent. Avec Étienne Fradet, nous avons parlé de la pièce, bien sûr, de région natale, de transmission de la mémoire familiale et historique, d'écriture aussi. Bon, ce jour-là, au-dessus de la tête d'Étienne, il y avait des travaux. Oui, cela s'entend parfois, mais je vous promets, cela ne va pas gâcher le plaisir de la découverte. Pendant l'enregistrement, j'entendais parfois comme une sorte de bourdonnement. Alors, j'espère... Oui, alors c'est parce qu'il y a des travaux. Ah, voilà, ok, super. Moi, je suis désolé, Ok. des travaux juste à côté. Alors Étienne, donc vous faites partie de la compagnie Dryad-Alice. Alors avant d'aller plus loin, moi ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi ce nom, parce que moi je le trouve assez joli et en même temps ça ne me renvoie à aucun nom connu.
Alors, c'est une histoire très bête. À la base, moi, je voulais, en me concertant avec mes camarades, je voulais qu'on s'appelle la troupe du Farfadet, ce qui ne leur plaisait pas du tout. Ouais. Du coup, on a regardé dans une autre langue comment se disait Farfadet. Il se trouve qu'en grec ancien, Farfadet se dit Driadalis. Et on trouvait que le mot était très joli, sonnait très, très bien à l'oreille. Du coup, on est parti sur Driadalis. Ouais, c'est aussi simple que ça. C'est amusant. Bon, il faut toujours une piste pour trouver un nom, donc ça, c'est une piste Oui, comme voilà. une autre. Ok, donc j'ai noté que dans cette troupe, vous êtes donc 5 artistes, 3 comédiennes, 2 comédiens. Est-ce que vous pouvez citer leurs noms? Oui, oui, bien sûr. Bah, on va commencer par mes comédiennes. Donc, il y a Margot Planck, Laurie Caillol et Rachel Doshi. Et pour, du coup, mon autre comédien, Hugo Tchekemian. Très bien. Euh, vous vous êtes connus apparemment au cours Florent. C'est de là qu'est née l'idée de créer une compagnie de théâtre ensemble? Oui, on s'est rencontrés en deuxième année du cours Florent avec notre professeur Xavier Florent. Voilà, si regarde un jour ce podcast, il verra que je l'ai cité. Mais oui, on s'est rencontrés en deuxième année au cours Florent et du coup, en fait, après, on est restés amis, puis on a commencé à parler de ce projet, de monter une compagnie. Et voilà comment est né le projet, tout simplement. Donc on va parler plus particulièrement de la pièce Le Facteur. Donc vous jouez à la Comédie Saint-Michel depuis plusieurs mois déjà. Il y a Ouais. des prolongations, je crois, jusqu'au 7 mai Jusqu'au 7 2023, mai, c'est ça. ce qui est pas mal. Et donc c'est une pièce que vous avez signée, que vous avez écrite, vous, Oui. Étienne. Ok. Est-ce que vous pouvez nous présenter donc cette pièce? De quoi elle parle? Moi j'ai noté qu'elle était assez... enfin il y a pas mal de thèmes dedans, il y a une histoire de transmission, d'enquête. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Vous le ferez Oui, mieux oui, que bien moi. sûr, bien sûr. En fait, Le Facteur, c'est une histoire qui parle de Marie-Clotilde et Lucienne, qui sont deux meilleures amies qui vivent dans la campagne française. Et en fait, Lucienne, qui est une jeune femme assez rigolote et qui mesure pas trop souvent ses actions, la conséquence de ses actions, en fait, assassine malencontreusement le facteur du canton Ah, par pas de accident. chance. Et donc, du coup, elle se retrouve avec ce cadavre et donc elle fait appel à sa meilleure amie, donc Marie-Clotilde. Et Marie-Clotilde, qui est très croyante, elle, du coup, et qui est un peu perdue dans cette histoire, fait appel au curé du village, qui est la seule personne en qui elle a confiance et à qui elle a rendu un service de guerre pendant l'occupation. Donc, du coup, ce curé se retrouve mêlé à tout ça, avec ce service qu'il doit rendre. Surtout, il a confessé qu'il dirait rien, donc il se retrouve un peu Oui. malencontreusement dans cette histoire. Et en fait, la péripétie, c'est que Hélène, qui est la sœur de Marie-Clotilde, qui est une chanteuse de cabaret à Paris, débarque en vacances chez sa sœur et avec un nouveau compagnon qui se trouve être inspecteur de police. Aïe. Et donc, du coup, c'est le début d'une longue soirée avec ce cadavre à cacher qui est dans la maison, avec la sœur et le nouveau compagnon qui sont là. Et en fait, c'est toute cette péripétie qui va faire renaître des souvenirs de guerre qui sont parfois plus ou moins douloureux pour certains. Est-ce que vous diriez que c'est plutôt une comédie? On est plutôt dans la comédie? On est plutôt dans On est dans une forme de comédie. Moi, avec mon écriture, j'ai voulu essayer de mélanger et la comédie et un aspect plutôt plus dramatique de la chose, en ayant vraiment des moments où on rigole de pleine voix et juste après retourner sur une situation où on a presque les larmes aux yeux. C'est ce que j'ai essayé de faire avec cette pièce, de mélanger deux styles différents, deux styles que j'aime beaucoup. Et voilà comment est né Le Facteur. Est-ce que c'est votre première pièce déjà? Est-ce que c'est... Ou vous en Alors, avez déjà écrit d'autres? C'est ma première grosse pièce. J'avais déjà écrit des bris de scène quand j'étais au cours Florent, pour les cours ou autres. Mais c'est ma première vraie grosse pièce. Cette envie d'écrire, elle m'est venue tout simplement de l'envie en fait. J'ai toujours voulu monter mes propres projets. Je suis un artiste qui aime pas forcément reprendre des pièces déjà faites, même les classiques, même si évidemment il faut le faire pour travailler, mais j'ai toujours voulu écrire mes propres histoires, mes propres textes. Et du coup, voilà, c'est tout simplement une envie d'avoir ma propre identité théâtrale, d'avoir mes propres textes, de me raconter mes propres histoires et que moi-même je puisse apporter ma pierre à l'édifice
sur les pièces théâtrales. Mhm. Il me semble aussi que vous êtes originaire de Dordogne. Là-bas, vous avez fait une tournée, d'après ce que j'ai lu. Comment a été reçue la pièce là-bas en Dordogne? Parce que en fait, un petit point dont on n'a pas parlé, c'est que votre action se place donc pendant la dernière guerre mondiale. Je trouvais que c'était un thème assez précis. Est-ce que vous vous êtes basé sur un fait local réel ou est-ce que c'est purement imaginaire? Non, alors en fait, moi je viens précisément de Mussidan, Oui. en Dordogne, qui est une ville qui a connu beaucoup d'événements durant l'occupation. Et ma grand-mère qui a connu cette guerre, quand j'étais gamin, me racontait beaucoup d'histoires sur ce qui s'est passé, sur des anecdotes qu'elle a pu entendre, qu'elle a pu voir également. Et j'avais envie, de par mon écriture, je suis un profond amoureux de ma terre, de la Dordogne. Donc j'avais envie de rendre cet hommage envers mon département. Oui. Et envers la ville dont je suis originaire. Et en fait, tout ce qui se passe dans la pièce Le Facteur, ce sont des faits qui se sont réellement passés. D'accord. On parle d'une fusillade qui s'est passée à Mussidan, qu'on parle d'une jeune femme qui se rend compte qu'elle est homosexuelle, mais en fait qu'à l'époque elle ne pouvait pas en parler parce que c'était très mal vu. Puis surtout, à l'époque, on pouvait se faire emmener. Bien sûr. Il y a plusieurs cas. On parle souvent du cas le plus connu, des rafles pour emmener les personnes de confession juive. Mais en fait, il y a aussi des rafles pour emmener des personnes qui étaient homosexuelles, des handicapés aussi. Et c'est ce que j'ai essayé de faire avec cette pièce, de parler de choses dont on parle très peu, mais qui sont des événements très marquants. En parlant aussi des femmes tondues, Oui. La libération, qui sont des actes horribles qui se sont passés et qu'on met un peu, je pense, à mon sens, qu'on passe un peu trop sous silence. Et c'est ce dont j'avais envie de parler, voilà, de sujets dont on parle très peu, mais qui ont réellement existé et dont je pense qu'il faut parler. Eh ben, c'est tout à votre honneur. Je voulais du coup vous poser la question de comment vous avez construit votre récit. Est-ce que du coup, vous avez fait des recherches? Est-ce que vous avez été fouillé dans des registres? Ou est-ce que tout simplement, vous avez discuté avec la famille, avec la grand-mère, justement? Du coup, en grande partie de par les discussions que j'ai eues avec ma grand-mère, beaucoup de ce texte est dû grâce à ça. Ouais. Mais après, ça a été aussi beaucoup de travail de recherche sur les registres, sur des livres, d'avoir vraiment, même si je l'utilisais pas forcément dans la pièce, mais d'avoir vraiment un contexte, de pouvoir se remettre bien comme il faut dans ce qui s'est réellement passé. Et après, ça a été beaucoup d'imagination, de travail chez soi, de réfléchir à comment les personnages parlent, parce que le langage d'époque n'est pas du tout le même qu'on a aujourd'hui. Donc ça a été un gros travail de recherche, de trouver les mots justes pour qu'on comprenne que ça se passe réellement à cette époque. Et ça a été un travail un peu long, un peu minutieux, mais ça s'est fait. Mais sûrement super intéressant à faire en plus. Oui, très intéressant à faire. Dans la manière des mots, des fois des mots que je pensais pas du tout d'époque. Des mots que j'aurais plutôt mis dans les années 90, années 2000, qui en fait sont bien plus vieux que ça. Ah oui? Vous avez des exemples pour nous rafraîchir la mémoire? Des exemples, oui, par exemple le mot super. Je pensais que le mot super était vraiment un mot du langage moderne, mais en fait le mot super vient des années 1800. Ah oui, déjà. Donc j'étais assez effaré de voir qu'il y a des mots qu'on pense très jeunes, mais qui en fait sont plutôt vieux. Ah ouais, c'est étonnant. Ouais, effectivement, je pensais pas non plus. Bon, donc il y a eu un gros travail en fait d'écriture, un gros travail de préparation, de recherche. Bravo. Merci beaucoup. Et donc j'ai vu que vous êtes aussi le metteur en scène, que vous jouez aussi le rôle du curé, je crois. Du curé. C'est ça. Du coup, comment vous avez travaillé sur ces deux plans-là? Parce que quand on est à la fois la mise en scène et à la fois sur scène, c'est peut-être pas toujours évident. Comment vous vous êtes dépatouillé avec tout ça? Non, c'est pas toujours évident. Bon, ça, je dis merci beaucoup à mon équipe qui ont été
qui ont été incroyables. Il y a des fois où on jouait, je disais juste mes répliques, Oui. sans jouer, juste avec mon carnet pour noter ce qui peut être fait. Après, moi, je fonctionne beaucoup à l'improvisation et à ce qui se passe sur le moment et de ce qu'on me donne. Je trouve des choses. Voilà comment ça s'est fait en fait, d'improviser, de voir ce que ça donne et après de fixer des choses plus précises et dire voilà, maintenant on fait ça, là on fait ça, là on fait ça, et au final ça s'est plutôt bien goupillé. Donc là, vous jouez à la Comédie Saint-Michel. Comment ça se passe en ce moment? Comment ça se passe? Est-ce que le public est au rendez-vous? J'ai l'impression que oui, mais... Du coup, on savait pas trop, on s'était lancé dans cette aventure. On a fait d'abord une tournée en Dordogne pendant le mois d'octobre, où là ça a été vraiment une claque, parce qu'on a eu beaucoup de monde, beaucoup de monde, et du coup on s'est dit waouh, incroyable. Ouais. Donc on s'est dit bon bah allez, on tente l'aventure à Paris. Et là, grande surprise aussi, le public répond au rendez-vous, donc on remplit les salles et puis du coup prolongation. Et là, on a commencé dans la grande salle de la Comédie Saint-Michel. Pour l'instant, c'est génial, ça se passe très bien. Bah ouais, carrément, c'est top. Du coup, comment vous vous êtes débrouillé pour mobiliser le public? Ça peut peut-être intéresser d'autres compagnies ou... Alors là, ça va être vraiment du rudimentaire parce que on est une jeune compagnie, on n'a pas forcément des gros moyens sur la publicité. Que dire aux jeunes compagnies? Tracter. Ouais. Allez, tracter. Hein. Voilà. Ouais. Moi, des fois, je passe des journées entières de 8h à 20h le soir à tracter toute la journée en donnant des papiers. Et voilà, on ramène du public. Et quoi ça fonctionne. C'est efficace. Oui, voilà, il n'y a pas de solution miracle. C'est long, hein, ça c'est sûr, c'est long, ça épuise, ça demande beaucoup de temps, mais ça marche. Et après, le bouche à oreille, hein, les gens, si le spectacle marche... après, ils vont forcément aller voir leurs amis et dire on avait une pièce géniale, que ses amis vont en parler à d'autres. C'est comme ça. Truc habituel, quoi. Donc, je suppose que là, c'est votre projet principal pour la compagnie. Vous allez vous concentrer là-dessus, en tout cas jusqu'au mois de mai. Est-ce qu'après, il y a d'autres projets? Est-ce que vous avez peut-être l'idée d'Avignon ou un festival? Non. Pas forcément, parce que... ça demande quand même un budget. Oui, c'est un gros budget, oui. C'est pas forcément ce qui est le plus rentable aujourd'hui à Avignon. Il faut être honnête. Par contre, c'est une très belle vitrine. Ça peut être très chouette pour montrer son spectacle. Mais non, pour l'instant, on se concentre sur une deuxième tournée en Dordogne, dans le Gers, dans le Nord-Pas-de-Calais aussi, qui sont les coins d'origine de chacun de nos comédiens. D'accord. Donc, on se reconcentre sur une deuxième tournée après le mois de mai. Okay. Et après, du coup, d'autres projets dont je peux pas trop parler pour l'instant. Non, suspense. Pour la suite. Et du coup, on a une deuxième pièce qui va se créer. D'accord. Une autre pièce que j'ai écrite qui s'appelle Le Petit Sabot. Okay. Que nous jouerons à partir d'octobre en tournée en Dordogne et dans le Gers. Ok. Voilà. Ah vous allez avoir une année 2023 bien occupée. Hein? Oui, pour l'instant, oui, on est bien occupé. Bon, c'est top, tant mieux. Merci beaucoup, Étienne, d'en avoir parlé ici. Évidemment, je mets en barre d'informations de l'épisode tous les liens, notamment les liens Billets Réduc. Je pense que vous devez être sur Billets Réduc pour les réservations à la Comédie Saint-Michel. Merci beaucoup. Merci à vous, c'est très gentil. Ouvrons maintenant la deuxième porte des coulisses pour papoter avec Magali Godin. Magali et moi, on se connaît depuis très longtemps et ensemble, nous avons confondé la compagnie La Danse des Mots avec Guy Chouraki. De fil en aiguille, comme je le disais dans l'introduction, nous allons évoquer une des casquettes un peu méconnues de Magali, sa casquette de costumière, et elle a beaucoup à raconter à ce sujet. Aujourd'hui, au micro de l'entrée des coulisses, je suis super contente de recevoir la cofondatrice de la compagnie La Danse des Mots, qui produit ce podcast, qui est comédienne aussi au sein de la compagnie. Vous avez entendu sa voix sur les lectures de notre tout premier podcast Mots dansés au creux de l'oreille, autour de textes littéraires. Et donc, je reçois mon amie Magali. Coucou Magali. Bonjour. Ça va?
ça va. C'est un peu étrange, mais comme exercice, c'est différent, mais ça va. C'est vrai. On n'a pas encore fait cet exercice-là, en tout cas toutes les deux. Toutes les deux, oui. Donc, comme je l'ai dit, tu es donc cofondatrice de la compagnie La Danse des Mots, tu es donc comédienne. On t'a vu récemment sur scène dans un spectacle qui s'appelle Des Dames aux états d'âme, avec lequel tu partages la scène avec Dominique Contestin, qui fait aussi partie de notre petite troupe. Et au final, il y a une casquette de toi que l'on connaît beaucoup moins bien. C'est ta casquette de costumière. Pour voir un petit peu brièvement ton parcours et comprendre comment tu en es arrivé à toutes ces compétences de costumière, tu as fait d'abord des études d'art du spectacle, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. J'étais à la fac, donc j'étais à Nanterre et j'ai fait, voilà, le théâtre faisait déjà partie de ma vie. Je faisais déjà du théâtre depuis l'âge de 13 ans. C'était déjà un univers dans lequel j'adorais évoluer et dans lequel j'aimais me promener, y compris dans la partie coulisses. Et donc j'ai fait des études en théâtre et cinéma. Et voilà, j'ai eu une maîtrise en théâtre. Et ensuite j'ai dû travailler, comme beaucoup, et j'ai repris une formation de costumière à mi-temps avec mon travail que je menais par ailleurs. D'où t'est venue cette envie, en fait, de t'intéresser aux costumes et carrément de prendre le fil, les fils et les aiguilles? Alors, au tout départ, ça remonte très loin en fait. Au départ, c'est le dessin, c'est les robes. Enfin, c'est parce qu'à l'époque, c'était les robes plus les femmes que les messieurs que j'envisageais. Donc ça, j'ai toujours adoré. D'aussi loin que je me souvienne, je crois que je devais avoir 6 ans, je créais déjà des mini défilés sur papier, voilà, où je dessinais des robes, voilà. Donc c'était déjà un rêve vraiment d'enfant. Et puis à 13 ans, comme je t'ai dit, j'ai commencé le théâtre, donc au lycée. J'ai intégré une troupe de théâtre là où je me suis mise à jouer. Et je crois qu'en fait, les choses se sont faites très naturellement. C'est-à-dire que j'aimais dessiner, j'aimais créer sur papier. Et puis, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais peut-être pas encore envisagé de toucher au fil et aux aiguilles, mais en tout cas d'imaginer des choses, d'imaginer des tenues, d'imaginer... et après, l'amour du théâtre... augmentant au fur et à mesure des années et voilà, et mon expérience aussi un petit peu moi sur scène faisait que les deux se sont rapprochés en fait, ont commencé à se mouvoir dans une même dynamique et la première fois que j'ai joué au théâtre, donc à la fin de cette année de lycée, puisque c'était un projet fait avec un professeur de sciences naturelles, et donc je jouais au théâtre de Cachan et je me souviens, je suis arrivée. Il y avait personne encore qui était là. On était à 5 heures de la représentation et je suis rentrée dans le théâtre qui était vide du coup. Et je crois que j'ai adoré ce moment. Et je me suis rendu compte qu'au final, je prends énormément de plaisir à être sur scène, mais je crois que j'ai au moins autant de plaisir à déambuler dans le théâtre alors que voilà, il s'active d'autres activités, donc tout ce qui se fait en amont, ou même simplement des fois en étant seul et avec ce silence qu'il y a qui résonne malgré tout dans le théâtre quand on est voilà, tout seul. Et ça, j'ai trouvé ça assez dingue en fait. Et ce côté coulisses, je te dis que ce soit dans tous ces petits travaux qui se font en amont, et qui parfois sont dans l'effervescence, et je trouve ça assez génial, ou dans ce silence qu'il y a quand on est seul dans un théâtre et ce qui m'est arrivé, à l'époque je faisais aussi, quand j'étais étudiante costumière, je faisais aussi des costumes déjà pour le théâtre, donc c'était tard le soir, donc j'étais seule dans le théâtre et on n'entendait que la machine ou bien j'étais seule et je faisais de la couture à la main. Ça aussi, c'est assez magique, en fait. Et je crois que pour moi, c'était juste une façon très complète d'investir ce lieu, qu'est un théâtre, en étant à la fois au four et au moulin, on va dire, avec des énergies très différentes, des plaisirs très différents, des stress très différents. Voilà. Donc, je me suis pas dit... je sais pas, c'est quelque chose de très naturel, qui s'est fait très naturellement et je l'ai pas réfléchi, en fait. La magie du théâtre, quand on a envie de créer aussi, c'est tout ce qu'on peut s'accorder. C'est-à-dire que
L'idée, c'est de ne pas se mettre de limites. Je me souviens que c'était ce que nous disait ma prof de costume. Quand on démarrait un projet, elle nous disait, pour l'instant, ne vous donnez aucune limite. Les limites arriveront d'elles-mêmes, mais pour l'instant, ne vous donnez aucune limite. Rêvez, imaginez, voilà. Et donc, on peut faire sortir des choses incroyables qui sont dans que ce soit dans les accessoires, les ustensiles. Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment ça fait partie du rêve au théâtre, quoi. Où est-ce que tu as fait ta formation de costumière? Dans une école qui s'appelait l'ATEC, une école, c'est une association, puisque j'étais déjà, on va dire adulte, puisque j'avais déjà eu ma maîtrise et puis j'avais repris le travail. Du coup, je pouvais pas me permettre financièrement de reprendre 4 ans d'études dans des écoles qui étaient chères en plus. Donc j'ai fait ça dans une école association donc qui s'appelait l'ATEC, qui n'existe plus aujourd'hui, qui était rue Didot. Et qui me permettait donc d'avoir les cours le matin et l'après-midi je travaillais donc, et le soir je faisais les costumes pour une pièce que je jouais au théâtre de Cachan. Quand on discutait un petit peu toutes les deux, une fois tu m'avais raconté que dans le cadre justement de ces études, je crois, ou alors c'était avant, tu vas nous le préciser, tu as travaillé dans un théâtre à Bruxelles, c'est ça? À Liège. À Liège. À Liège, ouais. Oui. Tu peux nous raconter un peu cette aventure-là? Oui, alors ça c'était une très 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 chouette aventure, à la fois humaine, artistique, et puis aussi moi personnellement pour ma confiance en moi. C'était donc à la fin de ma 2e année d'école, donc dans cette fameuse école association de l'ATEC. On avait des profs en première année qui étaient plutôt axés costume historique et des profs en seconde année, voilà, qui étaient vraiment sur la partie créative. Et on avait une des enseignantes, donc qui s'appelait Danielle, que j'aimais énormément et avec qui j'ai beaucoup travaillé, parce que moi j'ai travaillé sur mon projet, c'était le songe d'une nuit d'été. Oui. Et donc j'ai énormément travaillé avec elle et elle allait toujours par Mons et par Vaux. Elle faisait des représentations à New York, à Hong Kong. Enfin, c'était assez fou. Et en général, enfin pas systématiquement, mais il lui arrivait en deuxième année, à la fin de l'année, de récupérer une élève. Je dis une parce qu'on n'était que des filles. De récupérer une élève et de l'emmener éventuellement sur un de ses projets. Et il se trouve que cette année-là, elle faisait donc une coproduction avec Bruxelles, effectivement, et elle m'a emmené moi. C'est-à-dire qu'elle m'a proposé à la fin de l'année de l'accompagner sur 3 mois pour faire un stage à l'Opéra de Liège, et qui est un espace assez incroyable parce que Liège n'est pas immense et en même temps ils ont un opéra qui à l'époque en tout cas avait de superbes programmations. Aujourd'hui je suis plus trop, et ils avaient des ateliers fous, c'est-à-dire c'était un peu à l'extérieur de la ville et ils avaient un espace complètement dingue, où il faisait à la fois le costume, les accessoires, il créait les chapeaux, il y avait un atelier donc de modistes, de chaussures, enfin, c'était extrêmement complet et elle m'a emmenée sur cette production-là. Et voilà. Et donc j'ai débarqué. C'était ma toute première expérience véritable et c'était génial. Et puis j'étais, j'avoue, assez flattée que son choix se soit porté sur moi. Mais carrément. Et puis surtout parce que j'aimais énormément cette femme en tant qu'artiste et en tant que femme aussi. Donc c'était un très 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 chouette projet et ça s'appelait 3 valses. C'était pour un spectacle qui s'appelait 3 valses et c'était donc 3 parcours de femmes à 3 époques différentes. Donc c'était un panel de costumes assez large et c'était vraiment génial. Ouais, ça a l'air d'être un super super beau souvenir, ça. Un peu dur au départ, parce que c'était aussi la première fois que je quittais Paris, même si c'était la Belgique, même si c'était pour 3 mois et tout, c'était, je débarquais dans une famille que je ne connaissais pas, et je suis arrivée le premier jour, j'ai pleuré, en plus il faisait un temps pourri. Oh, pauvre choupette. Il pleuvait, c'était horrible. Donc je suis arrivée, je pleurais, et je suis repartie, je pleurais aussi. J'avais plus envie de repartir, et voilà, je débarquais, je connaissais rien, je connaissais personne, on parlait avec des nonantes et je comprenais rien. Ouais, fallait apprivoiser tout ça, quoi, tout ce nouvel environnement. C'était pas un truc de fou, c'était pas une expérience complètement dingue, mais voilà, moi avec mon petit parcours, c'était quand même quelque chose.
Je crois que tu as deux spécialités. Enfin, si je ne me trompe pas, enfin dans ce que j'ai vu, après moi, même si tu es mon ami, je ne connais pas tout, mais je crois que tu es très spécialisée dans les corsets et aussi tu as fait pas mal de robes de mariée. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Oui, alors, en fait, j'ai fait cette école, j'ai fait cette formation sans vouloir forcément en faire un métier, sans me dire, parce que le statut d'intermittent, bon, c'était un peu compliqué, Difficile. je le savais. Je suis pas quelqu'un qui sait particulièrement me vendre. Enfin voilà, je l'ai pas fait forcément dans cette optique-là. Je l'ai fait parce que c'était un projet qui me tenait énormément à cœur et que j'avais envie d'aller au bout de ça. Donc je me suis lancée un peu dans cette aventure. Après, c'est vrai que on sort de l'école. C'est moi personnellement, j'étais pas non plus extrêmement à l'aise au départ pour aller chercher des contrats. Il fallait que je travaille aussi et tu as beaucoup de stages non rémunérés. Donc voilà, sauf si tu as éventuellement les moyens et puis une certaine confiance en toi pour démarrer tout de suite, c'est quand même pas voilà, c'est quand même pas évident. Et donc je me suis retrouvée à la fin de cette formation pas prête, je pense, ni dans ma tête à me lancer, à me jeter dans le grand bain. Et puis, je dis financièrement, il fallait quand même que moi j'assure mes arrières et ce qui n'était pas évident. Donc j'ai pris des commandes. Donc j'ai travaillé un petit peu pour des théâtres comme ça à droite à gauche, mais sans même pas forcément dans l'optique d'obtenir mes heures, etc. Parce que je te dis, j'étais pas dans cette configuration-là d'être intermittente du spectacle. Mais j'ai fait des commandes, voilà. Et les premières commandes que j'ai eues, eh bien, au départ, ce sont des amis d'amis, enfin des amis, puis des amis d'amis pour des mariages. Alors au départ, c'est parce qu'on va au mariage, et puis après, bah voilà. Et ça a été du bouche à oreille. Et effectivement, de fil en aiguille, je sais pas trop comment ça s'est fait, mais ça s'est fait. Des personnes qui voulaient des robes, mais des robes un peu particulière, on va dire, pour des thématiques précises. Voilà, ça tenait plus du costume que de la robe de mariée. On a commencé à faire appel à moi, puis des professionnels. Je sais même plus comment ils ont entendu parler de moi à l'époque. C'était la grande mode des wedding planners. Donc, il y a des personnes qui organisent les mariages clés en main. Et donc, j'ai des jeunes femmes là, qui faisaient ça, qui m'ont contactée. Donc là, vraiment par voie professionnelle. Et j'ai commencé à avoir des clientes, effectivement, complètement détachée de mon milieu amical. Et moi, la corsetterie, c'est simplement parce que j'adore ça et que bon, les robes de mariée, c'était une chose, mais moi, pour mon plaisir, c'est quelque chose que j'aime énormément. C'est à la fois ancien et moderne, c'est-à-dire que j'ai appris la corsetterie à l'école de costume, vraiment dans dans son histoire 17e, 18e, enfin voilà, vraiment à l'ancienne. Et en même temps, on peut le mettre au goût du jour. Il y a des choses extrêmement modernes. Donc, j'aime un petit peu ce côté intemporel, avec des gestes qui sont malgré tout assez anciens. En tout cas, moi, tel que je les traite, c'est comme ça, parce qu'on garde l'idée du balayage et des abeilles que je fais même parfois encore à la main. Donc voilà, donc j'aime bien ce côté intemporel du corset. J'aime parce que c'est beau, je trouve que c'est un très bel objet. Et puis, pour des raisons purement pratiques, c'est-à-dire que bon, quand j'avais des robes de mariée à faire, je les faisais bien évidemment, mais pour moi, et sachant que j'ai un atelier à l'espace limité, faire des choses avec des traînes et 15 mètres de tissu, c'était pas toujours évident. Et donc la corsetterie, c'est des petits gabarits en fait, c'est des petites dimensions, donc ça me permettait de travailler en étant quand même confortable, on va dire, à l'aise, voilà. Donc ça mariait plein de choses positives pour moi, hein. C'est pas pour ça que je l'ai choisi, mais en tout cas c'était aussi un atout, on va dire. Et donc oui, je me suis spécialisée en corsetterie, donc j'avais une base apprise, et puis après moi j'ai travaillé par moi-même en autodidacte, voilà, et en expérimentant des choses, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup parce que c'est des gestes effectivement très techniques, et puis après il y a la partie broderie que moi j'adore, ça permet vraiment de travailler dans la minutie, c'est aussi ça qui peut-être a fait que je ne suis pas forcément allée dans le théâtre, c'est que j'ai adoré, parce que comme je te disais tout à l'heure, ça permet plein de choses, on peut se permettre plein de folies, mais le théâtre c'est fait pour être vu de loin, et que moi j'aime beaucoup le travail en fait d'aiguille très précis, très très fin, et voilà, et j'avais cette espèce aussi de contradiction entre des choses que je voulais faire et me permettre un peu toutes les libertés,
et en même temps cette minutie qui est pas forcément utile, on va dire, au théâtre et qui même par moment peut la desservir parce qu'effectivement, il faut faire des choses un peu plus grossières pour être vu de loin. Enfin voilà. L'opéra, c'est aussi autre chose. Mais pour avoir fait un stage, du coup, à l'opéra, ce que j'ai vu aussi, c'est que chaque couturière a une partie de costume. C'est-à-dire que voilà, on fait un élément du costume. Et ça m'a dérangé un petit peu aussi, parce que ce que j'aime, c'est le processus créatif dans sa globalité, c'est-à-dire penser le costume, le rêver pour quelqu'un. Moi, j'adore ça, j'adore l'idée du sur-mesure. Et puis après, voilà, le dessiner, le coudre, enfin voilà. Et ce que j'aime, ce que j'ai aimé dans les commandes que j'ai eu, c'est que j'ai vraiment fourni tout le service du début jusqu'à la fin, jusqu'à l'habillage, et ça c'était génial en fait. Il y avait vraiment le processus créatif complet. Oui, en fait c'était une de mes questions justement, parce que je sais qu'effectivement il y a beaucoup d'étapes dans la création, que ce soit d'une robe, d'un corset, d'un costume. Moi je me posais la question, est-ce qu'il y a une étape que tu préfères, une étape qui t'apporte plus de plaisir qu'une autre? Est-ce que c'est déjà rien que le croquis, l'idée? Est-ce que c'est le choix des tissus? Est-ce que c'est le travail avec ton modèle? Mais j'ai l'impression que tout ça en fait se mélange un peu, non? Oui, tout ça se mélange un peu. Moi, je te dis, ce qui me plaît, c'est le processus dans sa globalité. Après, il y a toujours des choses qui sont plus faciles ou plus agréables. C'est-à-dire que ça peut surprendre, mais moi, la partie couture pure et dure, c'est pas ce que je préfère. J'aime pas particulièrement coudre. Alors, les gens trouvent ça ahurissant quand je dis ça, mais c'est vrai en fait que j'adore cette partie. Je pense qu'une des parties que je préfère, mais ça, c'est aussi l'humain qui prend le dessus, c'était vraiment de dessiner pour la personne, c'est-à-dire essayer d'analyser voilà, des détails qui peuvent être des détails dans sa démarche ou dans ce qu'elle porte ce jour-là. Enfin voilà, essayer de capter en fait des choses. Et puis aussi des complexes, enfin voilà, des choses à mettre en valeur. Donc ça, c'est capter tout ça et vraiment créer le modèle. Donc ça, c'est vraiment une partie que j'aime parce que c'est de l'interaction en fait, c'est de l'interaction avec la personne qui est en face et cette partie-là pour moi, elle est non seulement essentielle, mais en plus elle est vraiment très 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 plaisante. Et après, il y a tout le processus effectivement créatif, donc qui est vraiment de coudre, de faire les moulages, mouler sur mannequin, j'aime bien. Voilà, la couture. Un peu moins, mais bon, faut le faire. Tu l'as dit, oui. Et après, ce que je trouve très très agréable c'est ce que j'aime de plus en plus, c'est la couture à la main en fait. C'est vraiment la broderie, ce que je te disais, les détails, le travail qui est du travail de déco, voilà. Et aujourd'hui, c'est vrai que je tends plus à aller vers ce travail-là, c'est-à-dire que trouver des bases, par exemple un corset, effectivement, mais plutôt que de faire un corset très élaboré au niveau de la coupe, etc. Aujourd'hui, j'aurais plus envie de faire une coupe relativement simple, mais avec un vrai travail de broderie ou de perlage par-dessus. Enfin, c'est un autre métier, c'est presque un autre métier en fait. Mais oui, je crois même c'est une spécialisation. Voilà, mais ça peut faire partie du modèle final et ça j'aime énormément. En tout cas, moi j'ai eu la chance d'être habillée, on va dire 3 fois, enfin de bénéficier 3 fois de tes créations. Il y avait cette fameuse robe de Titania. C'était donc pour le songe d'une nuit d'été, dont tu parlais tout à l'heure. Voilà. C'est ma reine des fées. Voilà. J'ai eu droit à mon corset aussi, qui était magnifique, dans lequel je ne rentre plus parce que le temps a passé et que les années se sont posées sur mes hanches, mais que je garde toujours et qui est magnifique. Et puis aussi une petite customisation quand même de ma robe de mariée. Oui. Et effectivement, on sent bien que c'est, comme tu disais, une co-création en fait. Ce qui est chouette, c'est que à aucun moment on ne se sent exclu de ton processus de création. Par contre, quelque chose
que je me disais en regardant, parce que j'ai revu les photos des corsets que tu as créés, des robes aussi que tu as créées, moi je trouve qu'il y a une inspiration très années 1900. Oui. Oui, parce que c'est... je te dis, je suis pas venue au costume par hasard non plus. Voilà, ça me fait quand même rêver. Effectivement, les tournures, donc fin 19e et début 20e, moi, je trouve ça magnifique en fait. Et la tournure, donc c'est vraiment ça, c'est 1880. C'est magnifique. Donc aujourd'hui, quand je peux encore l'intégrer dans les robes de mariée pour les commandes que j'ai eues, enfin voilà, effectivement, j'essaye de mettre ça, de glisser ça, l'air de rien. Après, voilà, faut que ça corresponde à la volonté de la personne. Faut que l'univers plaise, mais c'est vrai que c'est quelque chose, moi c'est une mode que je trouve très chic, très élégante et très féminine aussi. Et je pense pas que ce soit contradictoire en fait de faire des choses à la fois modernes et aussi un peu anciennes. Et je pense notamment à une robe pour une jeune femme qui s'appelait Christelle, donc qui était vraiment une cliente qui est devenue une amie après, mais qui était une cliente au départ que je ne connaissais pas, qui faisait quelque chose autour des 4 éléments. Et elle trouvait qu'elle n'avait pas assez de cambrure. Donc, du coup, j'ai fait une sorte de tournure pour pouvoir lui accentuer sa cambrure. Donc, je me suis éclatée. Et en même temps, sa robe, elle devait pouvoir l'enlever d'un seul coup, pour se retrouver en tenue salsa. Enfin, voilà, c'était des vrais challenges techniques. Et en même temps, j'ai fait ce qu'on appelle un faux cul. Intégré à la robe. Donc, c'est vraiment ça, le focus, c'est vraiment le travail à l'ancienne, puisque c'est ce qu'on utilisait effectivement en 1880 pour faire cette forme très spécifique de la robe. Voilà. Et sa robe était malgré tout très moderne, et elle était dans un esprit très moderne, hein, puisque je te dis, les 4 éléments, voilà, on n'était pas du tout dans un mariage rétro, voilà. Donc, c'est ça que j'aime aussi, et c'est ce que je disais pour le corset, c'est que j'aime l'intemporalité. On peut faire des choses avec des gestes anciens, voilà, comme du balayage et des abeilles, et des formes très contemporaines, très modernes, ou des matériaux très, très modernes. Et moi, j'aime bien marier ça, en fait. J'aime bien remettre les choses au goût du jour. J'aime bien ce côté un peu aussi inclassable, en fait. Tu as utilisé quelques termes un peu techniques pour des gens qui ne s'y connaîtraient pas. Alors, des baleines, je pense qu'on voit à peu près ce que c'est, mais tu as parlé d'abeilles. Qu'est-ce que ça peut bien être? Oui, c'est vrai. Donc oui, les baleines, c'est effectivement l'armature, les petites baguettes de métal que l'on met pour rigidifier, on va dire, et tenir le corset. Et les baleines, en fait, ce sont les points qu'à l'époque, on faisait à la main, qui sont souvent comme des petites croix, en fait. Les abeilles, tu veux dire, c'est ça? Les abeilles, c'est ça, voilà. Donc, c'est des points que l'on faisait à la main pour arrêter la baleine en haut et en bas. Ah, d'accord. Pour pas qu'elle vienne percer le tissu, en fait. Bien sûr, ok. Voilà, donc on arrêtait les baleines avec des points à la main, avec un fil un peu épais qui pouvait... Alors, il y a différents dessins, on va dire, mais souvent, c'était comme des petites croix. Et elle venait à arrêter, en fait, ça venait à arrêter la baleine pour que celle-ci ne perce pas le tissu. D'accord. Et tu as utilisé aussi le terme de tournure. Je crois certaines personnes peuvent peut-être se souvenir de ces robes comme on peut voir dans certains films un peu rétro-historiques. Mais qu'est-ce que c'est exactement une tournure? La tournure, en fait, c'est cette forme donc des robes des années 1880 où tu as une cambrure très, très accentuée sur le derrière. Donc c'est là où on utilise ce que je te disais, le faux cul. Donc en fait, le faux cul, c'était une sorte de coussinet. Soit c'était un coussinet, soit c'était une armature en métal que l'on mettait derrière, que l'on fixait à la taille et qui se présentait dans le dos, et qui venait accentuer véritablement la courbure, la cambrure, et c'était plus qu'accentué, c'était même des fois en angle droit. Donc la tournure, c'est ça, c'est cette robe-là, très spécifique de 1880-90, où tu as la forme des derrière qui est très très accentuée et qui retombe.
Et donc on mettait effectivement soit un faux cul ou ce qu'on appelait des queues d'écrevisse, donc qui faisait tout le long. Là, c'était une armature métal, mais qui faisait tout le long de la robe derrière et qui donnait cette forme très particulière. Et c'est vrai que moi, c'est une forme que je trouve extrêmement élégante et belle. Et puis c'est drôle en plus à travailler ces armatures en dessous des robes. Donc en 1880, en 1890, c'était donc la tournure, mais plus tôt, c'était aussi, il y avait les crinolines. Enfin voilà, oui. C'est le même principe. Donc les crinolines, pareil, c'était une armature métal qu'on mettait en dessous, mais c'était avec ces robes plutôt la 1800 ou 1810. On ne peut pas se quitter sans que tu nous parles d'un projet sur lequel tu as travaillé. Je crois que c'était en 2015, le bal des Parisiennes. Le bal des Parisiennes. Alors, le bal des Parisiennes, c'était une époque où j'avais un peu arrêté la couture. Et en fait, c'est une ancienne cliente, donc une cliente que j'avais eue, à qui j'avais fait son corset vraiment. Là, pour le coup, c'était vraiment un corset 1900 avec les abeilles à la main. Oui. Et c'était un corset qu'elle avait sous sa robe de mariée, parce qu'elle faisait vraiment, pour le coup, un mariage à l'ancienne. Et elle voulait, voilà, à la fois que le corset la galbe, et puis elle voulait un bel élément quand il y aurait plus la robe. Oui. Et donc, j'avais vraiment fait le corset vraiment à l'ancienne, 1900. Donc, c'était une cliente, Hélène, et qui donc, des années plus tard, m'a recontactée pour me dire qu'ils avaient créé avec son mari le bal des Parisiennes, qui est sur le modèle des bals viennois, hein, oui. Donc avec la valse, et donc un gros événement qui s'était fait à l'hôtel intercontinental de Paris. Oui. À côté d'Opéra, donc un lieu qui était magnifique. Il y avait l'ambassadeur d'Autriche. Enfin bon, c'était assez fou comme expérience. Et ils avaient prévu un défilé, donc la robe de bal revisitée pour les années 2000. D'accord. Et du coup, effectivement, j'ai présenté deux robes de bal que j'ai créées pour l'occasion. Donc c'était pas pour les danseurs, hein, c'était pas pour les danseurs et danseuses, mais c'était vraiment un défilé de créateurs. Ok. Donc, qui faisait partie du show, on va dire, global de la soirée. Et ça, je pense que pour toi, ça doit être un souvenir particulier. Alors, c'est un souvenir particulier, oui, d'autant plus particulier que je pense que je n'ai pas dû dormir pendant les 3 nuits qui ont précédé. Oui. Donc, j'étais dans un état totalement second, puisque je travaillais par ailleurs. Bah oui. Donc, je faisais la couture la nuit. C'était sympa. Et non, ça reste une expérience extraordinaire, à la fois, encore une fois, humainement, parce que déjà, les deux modèles avec qui j'ai travaillé sont des personnes qui m'ont fait confiance, en fait, véritablement confiance. C'était pas simple, ce sont pas des professionnels, hein, voilà, et qui se retrouvaient quand même à défiler pour une soirée dans un lieu qui était juste incroyable, avec près de 1000 personnes. Et voilà, elles ont démarré le projet en étant tétanisées parce que voilà. Et franchement, donc humainement, c'était dingue. En termes de création, c'était génial aussi, parce que pour le coup, je me suis vraiment amusée à créer pour les personnes. Et pour la petite anecdote, l'une des personnes à qui j'ai demandé d'être mon modèle, je la connaissais assez peu, je travaillais avec. Je la croisais, mais je ne la connaissais pas. Et elle avait des airs d'Anna Karina. Je la trouvais superbe. Et j'ai commencé à dessiner ma robe. Et j'ai imaginé... Et en plus, elle s'appelle Anna. Donc, ça ressemble à Anna Karina, mais en plus, elle s'appelle Anna. Et donc, j'ai commencé à penser à Anna et à dessiner la robe vraiment pour elle. Et donc, je suis allée la voir un jour. Je lui ai dit, écoute, tu vas me trouver un peu bizarre. On ne se connaît pas, mais voilà. Et je lui explique le projet. Elle était magnifique, mais c'est quelqu'un qui avait du mal avec l'idée de défiler. Ouais. Et donc, elle a réfléchi à un bon moment. Et elle me dit, je veux pas te lâcher en cours de route. Donc, voilà, mais il faut que je réfléchisse. J'adore l'idée, mais je suis pas sûre d'en être capable. Et donc, j'ai dessiné la robe. J'ai dit, écoute, pas de pression. Sois sûre. Parce qu'après, effectivement, quand on sera lancé, il s'agit pas de revenir en arrière. Eh ben non. Et au moment où, voilà, elle hésitait, elle me dit, écoute, j'adore les corsets, j'adore ce que tu fais, mais j'ai tellement pas le courage. Et j'avoue que c'était peut-être un petit peu manipulatoire. Je lui dis, non, mais je comprends, t'inquiète pas. Je dis, je t'envoie quand même
le modèle que j'ai dessiné. J'ai dit juste pour que tu vois ce que ça donne, savoir si tu serais à l'aise ou pas. En espérant Et je qu'elle lui tombe envoie amoureuse de la robe, donc du coup. C'était effectivement dans l'espoir qu'elle dise oui, mais c'est aussi parce que je trouvais ça plus correct que, voilà, je me suis dit, dans tous les cas, si elle ne le sent pas, elle le verra de suite. Je pense que c'était important en tout cas, et il se trouve que je l'avais terminé le modèle, donc le dessin. Et je lui envoie, et elle m'a répondu dans les 3 secondes. Je ne sais même pas si ça a mis 3 secondes, en me disant c'est ok, je le fais. Et c'est vrai que ça a été une très 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 belle expérience, et l'un des plus beaux compliments qu'on m'a fait pendant cette soirée, c'est effectivement il y avait des personnes qui venaient, des photographes, etc. Il y en a un qui est venu qui m'a dit beaucoup de robes sont très belles. Il a dit mais celle-ci, enfin particulièrement celle-ci, elle est faite pour votre modèle en fait, et ça se voit. Et ça, j'avoue que c'était vraiment pour moi la chose essentielle. Je l'avais dessinée pour elle, et je pense que ça se sentait, voyait, que ça se ressentait. Et l'autre chose qui était très belle aussi, c'est que c'est quand même pas des robes qui étaient hyper confort. Et après le défilé, l'idée c'est qu'elle pouvait se changer, enlever les corsets et puis danser. Enfin voilà quoi. Et donc elles avaient prévu une autre tenue. Et en fait, elles ont gardé leur tenue toutes les deux jusqu'à 4 heures du matin à danser avec. Et j'avoue, c'était chouette aussi. Non, c'était une expérience assez folle. En tant que costumière, est-ce que tu as dans un coin de ta tête un rêve, le costume parfait, enfin pas parfait, un costume idéal que tu aimerais un jour réussir à concrétiser? Alors, c'est pas un costume idéal. J'ai en secret un projet, mais bon, après je l'ai laissé de côté là depuis quelques temps, mais c'est vrai que pour moi c'est quelque chose d'un peu inabouti, donc qui sait. Voilà, j'ai demandé à certaines amies d'être mes modèles et de porter des tenues dont je rêve en fait, qui sont déjà dessinées. Il y a déjà les tissus pour la plupart. Pour certaines, il y a déjà même les premiers essayages ont été faits. Donc en toile. Donc c'est pas un costume rêvé, parce que je crois que c'est trop limitant en fait. Un costume rêvé, c'est très 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 dur. J'aime le côté, j'aime les tournures de 1880. J'adore le côté ethnique. Enfin voilà. Donc essayer de marier tout ça en un seul modèle, ce serait compliqué, ce serait, je pense, trop compliqué. Mais par contre, effectivement, j'ai quelques modèles qui sont déjà dessinés, qui me tiennent à cœur, et qui font partie effectivement des choses que j'adorerais réaliser, créer, et voilà, et voir porter. Donc voilà, je le garde un petit peu dans ma tête, avec des influences diverses, mais je le garde un peu dans ma tête, et je me dis peut-être qu'un jour, qui sait, quand les dames seront jouées, etc. Quand j'aurai fait toutes les choses que j'ai à finir aussi. Voilà, c'est quelque chose que j'aimerais effectivement terminer. Mais c'est du temps. Ça reste pour l'instant un projet inabouti, mais qui j'espère verra le jour. J'avais même cherché les lieux. Eh ben, tu vois, c'est pour te dire. En été, tu vois, dans le genre jardin du Luxembourg, ou magnifique, ou jardin Albert Kahn. Pas Bah oui, forcément. Il te faut un écrin. Il faut un décorum avec, forcément. Bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir ouvert cette porte que l'on connaît un peu moins bien de ton univers. Et du coup, on était vraiment dans une coulisse. Merci. Ah oui, les coulisses de ma vie, en tout cas. Merci beaucoup. Puis on aura l'occasion d'en reparler dans d'autres épisodes et sur nos réseaux sociaux, etc. Mais il y a certainement des scènes, un spectacle qui ne saurait tarder. Voilà, on n'en dira pas plus pour le moment. Merci beaucoup. C'est chouette en plus de se remémorer tout ça, en fait. Ah, tu vois, c'était très chouette de se remémorer tout ce truc-là. Il reste une dernière porte des coulisses à ouvrir, celle où nous attend Marion Lorgnay de Théâtre en 1001 lieux. Marion, comme d'habitude, va nous apprendre un tas de choses très intéressantes, vraiment très documentées, et cette fois-ci, on reste dans le costume. Elle va parler du costume au théâtre et de certains costumiers très célèbres.
Allez hop, on l'écoute. Le métier de costumier au théâtre. Créer les costumes d'un film ou d'un spectacle est un art. Il ne suffit pas juste de trouver des vêtements, mais plutôt l'étoffe, la couleur et la forme qui seront en harmonie avec la mise en scène, les décors et la psychologie du personnage. Pour un film historique, il faut mener des recherches afin de reconstituer l'esprit de l'époque. Selon le budget de la production et la demande, le costumier fabrique lui-même les modèles ou recourt à des agences de location de costumes. Au cinéma, le travail se fait en collaboration avec le réalisateur et le chef décorateur. Dans le spectacle vivant, c'est avec le metteur en scène ou le chorégraphe. Le travail des costumiers est récompensé par différents prix à travers le monde, dont l'Oscar de la meilleure création de costumes, le César des meilleurs costumes ou le Molière du créateur de costumes. Certains costumiers sont restés célèbres et ont marqué à jamais et au-delà du monde du spectacle. Le monde de la mode par exemple, comme Adrian, un célèbre costumier américain né en 1903 et qui, par ses créations, impose le glamour dans la matrone Goldwyn Mayer. Adrian va rester une source d'influence très large pour de nombreux créateurs de mode. Adrian entre en 1928 à la MGM. Il déploie son ingéniosité à sublimer le physique des actrices jusqu'à camoufler le moindre de leurs défauts. Il va travailler sur plus de 200 films. 14 ans après être entré à la MGM, Adrian se fâche à propos d'un costume pour Greta Garbo. Il fonde alors son entreprise de prêt-à-porter et sur-mesure, où il laisse exprimer toute sa créativité. Il va rencontrer un énorme succès et présenter sa création et collection l'année suivante. En France, Christian-Jacques Bérard, couramment surnommé Bébé, deviendra lui un des principaux créateurs de décors et de costumes au cours des années 1930 et 1940. Il va travailler en étroite collaboration avec Jean Cocteau et Louis Jouvet, pour lesquels il réalise entre autres les costumes et les décors de, tenez-vous bien, La Machine Infernale en 1934, L'École des femmes en 1935, La Folle de Chaillot de Jean Giraudoux, Les Bonnes de Jean Genet et Don Juan de Molière. Mais sa contribution la plus célèbre demeure la conception des décors et des costumes du film de Jean Cocteau, La Belle et la Bête, en 1946. À la Ville, Bébé formait avec l'écrivain Boris Conot un couple très en vue dans les milieux théâtrales. Tous deux assuraient la direction artistique du Théâtre de la Mode en 1945. Le Théâtre de la Mode est un spectacle itinérant à base de poupées présentant le savoir-faire en matière de mode. À l'initiative de la Chambre syndicale de la couture parisienne, durement touchée pendant la guerre, l'exposition a lieu du 28 mars au 29 avril 1945, puis elle parcourt le monde jusqu'en 1946, dans le but de promouvoir la haute couture et les métiers liés à la haute couture, comme celui de costumier. Au cours des siècles, les costumes ont beaucoup évolué. Dans l'Antiquité, le théâtre émane du rite religieux et le masque suffit pour devenir un personnage. Au Moyen-Âge, le théâtre occidental ignore le masque, mais le prêtre est toutefois vêtu d'un voile qui lui permet d'incarner plus facilement les personnages de l'Évangile. Les fidèles, eux, fabriquent chapeaux et couronnes, queues fourchues et ailes en papier pour la fête des fous. À cette époque, les femmes se font habilleuses et les hommes ou les adolescents interprètent les rôles masculins et féminins. Au XIIe siècle, le théâtre est plus rudimentaire. On joue où on peut et avec ce que l'on trouve. Mais la commedia dell'arte, elle est un peu à part. Chacun y est jongleur, acrobate et incarne un seul personnage, revêtant un costume caractéristique et un masque. Seuls les amoureux, Colombine, Lélio et Isabella n'en portent pas. Les costumes de la commedia dell'arte ont grandement influencé la mode, et le personnage du vieillard Pantalone a même donné son nom au pantalon que nous portons aujourd'hui. Au XVIIe siècle, on tente de se rapprocher de l'authentique, mais sans y parvenir vraiment. Petit à petit, des nouveautés apparaissent.
une couronne de laurier sur une perruque ou un drapé. Les accessoires et les pièces de vêtements essayent de faire le lien avec l'époque représentée. Le costume de théâtre commence à exister à part entière. À la fin de ce siècle d'or théâtral, les spectateurs viennent écouter les comédiens mais aussi les voix. Ces derniers, à grand renfort d'excentricité, cherchent à se mettre en valeur. Paniers pour les dames, drapés, perruques extravagantes, longues traînes, le jeu perd un peu de naturel. Le théâtre qui montre le monde, c'est aussi créer des modes. Watteau peint les artistes de la fin du XVIIIe siècle et croque notamment les comédiennes qui aiment montrer leur taille très fine. Mais il s'agit d'un pur artifice, d'un effet d'optique obtenu par l'ajout d'un panier sous leur jupe. Grâce à Watteau, cet accessoire connu au siècle dernier remporte un vif succès auprès de la gente féminine. Mais Mademoiselle Clairon, comédienne entrée à la Comédie Française en 1743, ne veut plus de ce théâtre artificiel et crée le scandale dans une pièce de Voltaire. Elle porte bien la perruque et les aigrettes de l'époque, mais a retroussé ses jupes sur un panier qu'elle a fait réduire et qui laisse apparaître de longs pantalons à l'orientale. La proposition de la Clairon, celle d'un jeu plus naturel, va profondément transformer le théâtre. Ce changement sera accompagné de la réforme du costume, qui supprime les paniers, les traînes et les panaches pour une tenue plus proche du personnage à interpréter. Le panier disparaît définitivement en 1789. Au XXe siècle, les costumiers créent des costumes comme des décors, en faisant attention aux détails. Le costume n'est plus là pour flatter l'interprète, mais pour accompagner son personnage. Vérité historique et vérité psychologique du personnage peuvent alors enfin se rejoindre. Et voilà, maintenant vous savez tout ou presque des costumes au théâtre et du métier de costumier. Et voilà, nous arrivons au bout de cet épisode. Le prochain sera mis en ligne aux portes du printemps, au mois de mars. D'ici là, je vous invite à rester en contact avec nous. On ne l'a pas encore trop fait, on ne vous a pas encore trop invité à le faire, mais cette fois-ci, là, on voudrait bien vous entendre un petit peu, ou en tout cas avoir vos messages écrits. Vous avez plein de manières de nous contacter. Tout est dans la barre d'information de cet épisode. Alors, ce qu'on aimerait savoir, c'est par exemple comment vous nous écoutez, qu'est-ce que vous faites en nous écoutant, est-ce que vous avez appris des choses grâce à ce podcast, l'entrée des coulisses, est-ce qu'il y a des techniques que vous avez apprises, est-ce qu'il y a des artistes qui ont éveillé votre intérêt, votre curiosité plus que d'autres. Bref, racontez-nous un petit peu, c'est très important pour nous, on a besoin de savoir, on a envie de savoir et je vous avoue que quand on reçoit un petit signe de votre part, ça nous fait vraiment chaud au cœur et ça nous encourage à continuer encore et encore ce podcast que nous aimons tellement faire et que j'avoue que j'aime tellement faire. Voilà, à très bientôt. Ah non, c'est pas comme ça que je termine d'habitude. Je vous dis plutôt, allez zou, on referme les coulisses.